Rapidement, effectivement, avec une dizaine d'autres personnes, on s'est organisé, toi, moi et ces autres requérants, pour contester les autres mesures qui ont été prises, puisque, rappelez-vous, vous aviez un arrêté toutes les 3 semaines à peu près, qui avait tendance à s'étendre jusqu'à ce que ça concerne l'intégralité du département, partout en France, tous les départements étaient concernés, et que vous soyez en zone rurale, très reculée, ou dans une métropole comme Montpellier, c'était les mêmes règles qui s'appliquaient, ce qui, bien entendu, est tout à fait excessif, puisque vous ne faites plus preuve de discernement. La défense de vos libertés fondamentales. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube David Billard Avocat. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Lastenouz, président de l'Association de défense des libertés fondamentales, ADLF. Retenez bien cet acronyme. Bienvenue Manu. Bonjour David, merci. Alors, nouveau format un petit peu, comme vous avez pu le voir, on est monté un peu en gamme. Vous nous direz en commentaire ce que vous en pensez. Et bien entendu, si ce format est une réussite, eh bien il sera réitéré. Alors pour voir si c'est une réussite, c'est très simple, on regarde le nombre de vues, et effectivement, à partir de ce moment-là, ça permet d'être un bon indicateur. Alors aujourd'hui, Manu, j'aimerais qu'on discute un petit peu ensemble de l'association ADLF. Pourquoi je voulais qu'on fasse cette émission? Eh bien parce que nous avions levé une cagnotte Tipeee en janvier 2023 jusqu'au 15 mars 2023. Alors pourquoi cette date du 15 mars? C'est très simple, c'est que c'était la date anniversaire des premiers confinements, des premières mesures restrictives de liberté, et donc symboliquement, effectivement, nous avions fixé cette date. Cette cagnotte avait recueilli un peu plus de 11 000 € et nous avions eu un peu plus de 270 tipeurs, donc 270 personnes qui avaient effectivement contribué à atteindre ce résultat. Donc encore une fois, merci à vous tous. L'objectif de cette émission, c'est de pouvoir revenir un petit peu sur l'association ADLF, ses combats, ses engagements, mais également ce qui ont été faits avec ces 11 000 €. Si vous avez typé, normalement vous avez dû recevoir une newsletter la semaine dernière, donc là on est en février 2024, justement dans lequel nous faisons déjà un petit peu état des premiers résultats des actions que nous avons menées devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc si vous n'avez pas reçu cette newsletter, dites-le moi en commentaire. Mais bien entendu, on continuera de vous tenir informé de l'avancée de nos procédures. Alors, Emmanuel, j'aimerais qu'on revienne un petit peu ensemble sur la genèse de l'association ADLF. Tu te rappelles, on s'est connus finalement à l'été 2020, on a discuté via notre réseau LinkedIn, et puis assez rapidement, on s'est aperçu qu'on avait des affinités ensemble. Voilà, j'avais envie qu'on revienne un petit peu là-dessus et qu'on explique comment on en est arrivé, toi, moi, et puis ce collectif sur Montpellier, à penser la création d'une association qui s'appellera donc l'ADLF. Alors, c'est un vaste sujet. Alors, le pourquoi de cet engagement, en général, c'était une interrogation. C'est-à-dire que des citoyens avaient des questions, se demandaient si c'était bien proportionné ces mesures que l'on avait connues, si c'était bien pertinent, si c'était efficace. Là, tu parles au tout début, quand on portait le port du masque en extérieur, qu'on devait circuler sur les plages en mode plage dynamique. Donc voilà, effectivement, tu t'es interrogé comme beaucoup d'entre nous. Voilà. Et à ce moment-là, il n'y avait aucune organisation qui ait un message, qui ait une réponse à ces questions, qui veulent prendre le dossier en charge. Donc on s'est constitué, on va dire, en collectif. Alors quand tu dis aucune organisation, tu veux dire qu'en réalité, on n'avait pas véritablement une association qui représentait la défense des libertés fondamentales des citoyens. Alors, il y avait quand même déjà Bon Sens, qu'on salue et qu'on remercie encore une fois. Bon Sens vient après. Mais Bon Sens arrive peut-être un peu plus tard que effectivement l'été 2020. On avait déjà l'association des victimes du coronavirus, que je salue également à l'occasion de cette vidéo, qui intervenait déjà à l'époque avec notre confrère Divisio sur la défense des libertés fondamentales des victimes du coronavirus. Mais c'est vrai qu'on avait finalement, c'était assez désordonné, c'était assez local, et on n'avait pas véritablement une structuration sur le plan national. Oui, il y a beaucoup d'associations qui existent en France et aucune ne s'était positionnée. Voilà.
Et donc, c'est quand même pour la protection d'une espèce animale, l'espèce humaine. Voilà, je veux dire, ça pèse, personne ne bougeait. Effectivement, on avait par exemple la Ligue des droits de l'homme qui ne s'est pas positionnée particulièrement sur les questions de la crise sanitaire. Oui. Et d'une manière générale, c'est vrai qu'on n'avait pas d'association qui avait déjà pignon sur rue, qui s'était positionnée franchement à l'encontre de la plupart des mesures sanitaires excessives, encore une fois excessives, qui avaient été prises par les pouvoirs publics. Donc c'est vrai qu'il y avait une vraie carence, et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à réfléchir à une structuration. Oui, et on avait besoin de réponses à nos questions. Donc au début, on a fait ça en collectif de citoyens. C'était compliqué pour faire des cagnottes, pour mutualiser, collectiviser les frais. Et donc justement, parlons-en un petit peu, parce que vous m'aviez mandaté pour contester le port du masque à l'extérieur, sur la commune de Montpellier et aux alentours. Et il est vrai que c'est à l'occasion d'ailleurs de ce premier recours que tu m'as découvert. Oui. Là où tu as pris contact avec moi, tu dis tiens, enfin quelqu'un qui semble être tout de suite, oui. En conformité avec mes pensées. Et rapidement, effectivement, avec une dizaine d'autres personnes, on s'est organisé, moi et ces autres requérants, pour contester les autres mesures qui ont été prises, puisque, rappelez-vous, vous aviez un arrêté toutes les 3 semaines à peu près, qui avait tendance à s'étendre jusqu'à ce que ça concerne l'intégralité du département, partout en France, tous les départements étaient concernés, et que vous soyez en zone rurale, très reculée, ou dans une métropole comme Montpellier, c'était les mêmes règles qui s'appliquaient, ce qui bien entendu est tout à fait excessif, puisque vous ne faites plus preuve de discernement. Première cagnotte, donc on va commencer à monter des fonds, toi, moi et les autres requérants, et puis en fait on s'aperçoit que c'est rapidement une usine à gaz. Parce que qui doit recevoir les fonds, qui doit utiliser les fonds, rapidement on constate que c'est très compliqué. Donc en réalité, cette complexité ralentit notre capacité à pouvoir contester rapidement toutes les mesures qui sont prises. Donc, voilà, je voulais te redonner la parole. Oui, tout à fait. Donc oui, c'est compliqué parce que c'est faire porter la responsabilité à quelqu'un. Lorsqu'on fait une cagnotte sur Internet, c'est qui peut créer la cagnotte, qui est légitime pour ça. Il y avait eu un souci d'ailleurs par rapport au paiement où il demandait que ce soit l'avocat, donc toi, qui reçoive les fonds, mais l'avocat, lui, doit facturer un tiers, donc ça ne pouvait pas trop marcher. On avait été gelé, c'est-à-dire la cagnotte avait été interdite parce que les plateformes n'avaient pas vocation à ça. Enfin, oui. Non mais ça c'est très intéressant ce que tu souhaites, parce que oui, effectivement, on a eu des difficultés avec les plateformes permettant de recueillir avec des cagnottes. Donc là, notamment avec Tipeee au début, nous avions eu effectivement un petit couac qui s'est avéré être réglé rapidement grâce notamment au service de Tipeee, qu'on remercie encore une fois. On avait eu également des difficultés, alors c'était la cagnotte Litchi. C'est Litchi qui avait été désactivé, oui. Litchi, effectivement, qui avait posé une problématique parce que tu finançais une action juridique et il y a eu un micmac, donc c'est ça dont tu nous parlais. Oui, comme quoi ils étaient plutôt sur du financement culturel ou artistique. Ce qui ne correspondait pas, alors... Effectivement, ça ne correspondait pas. Donc c'est vrai qu'on a eu des difficultés, on peinait finalement à réunir des cagnottes. Il fallait qu'une personne recueille cette cagnotte au nom et pour le compte de tous. Alors nous, on n'a pas eu ce problème-là, mais je sais que d'autres personnes ont eu parfois des détournements de cagnottes, donc des cagnottes qui servent finalement à financer des travaux, qui servent à financer le train de vie personnel de la personne qui recueille cette cagnotte. Donc bien entendu, ce n'est pas le but d'une cagnotte, mais on sait qu'on a eu effectivement ces difficultés-là. Et surtout, on s'est aperçu que c'était très compliqué. Tu l'as dit tout à l'heure, finalement les personnes qui font les recours s'exposent personnellement. Alors on sait que lorsqu'on attaque l'État, en général, il n'y a pas de difficulté sur les frais d'avocat de la partie adverse, puisque l'État n'a pas d'avocat. Mais en revanche, effectivement, vous vous exposez personnellement. Et on sait que même si une grande partie des personnes qui nous ont rejoints par la suite étaient effectivement inquiets de la situation dans laquelle nous étions en train de dériver, c'est-à-dire une situation de dictature sanitaire, tous n'étaient pas prêts forcément à porter le flambeau devant les juridictions. Quoi de mieux donc qu'une association finalement qui permet de garder l'anonymat de ses membres pour représenter l'intérêt de l'intégralité des membres qui la composent. Ça effectivement c'est une possibilité qui protège à la fois les individus qui peuvent rester anonymes et qui leur permet aussi de soutenir ces actions en adhérant ou en faisant des dons au sein de l'association.
Donc rapidement, c'est vrai que toi et moi, on a réfléchi à l'idée d'une association. Rapidement, on a eu beaucoup de personnes sur Montpellier qui se sont intéressées à ce sujet, mais pas qu'à Montpellier, hein, parce qu'encore une fois, l'association ADLF n'est pas une association montpelliéraine. Elle a son siège social, effectivement, à Montpellier, Oui. au domicile, mais en revanche, c'est une association qui a une vocation nationale. Et d'ailleurs, la plupart des membres qui la composent ne sont pas situés à Montpellier. Essentiellement, au départ, il s'agissait d'une association composée de Montpelliérains, Oui. et comme vous êtes très rapidement intéressé à des sujets à portée nationale, eh bien aujourd'hui on peut dire que la grande majorité des membres de l'association ne sont pas issus de Montpellier, ce qui en fait quand même une association qui a vocation à rayonner sur le plan national. Alors, est-ce que tu as envie de revenir un petit peu sur comment vous avez créé cette association, puisque, comme moi je te l'avais dit, je ne voulais pas intervenir directement dans l'association parce que je ne voulais pas qu'il y ait cette sorte de confusion entre une association qui mandate un cabinet d'avocats, qui est mon cabinet d'avocats, et donc qu'il y ait finalement une accaparation des dons faits par un seul et unique cabinet. C'était ma volonté de ne pas rentrer dans ce système-là. Comment ça s'est passé? Parce que moi j'ai suivi de loin finalement la création. Quelles sont les discussions que vous avez eues et comment vous en êtes arrivé finalement à choisir le nom de ADLF? Ou ADLF, c'était un sujet, c'était un débat avec les différents adhérents. On aurait pu également parler des droits fondamentaux, mais bon, liberté, le mot parle, voilà. Comment on s'est organisé? Déjà, je dois remercier Jacques Fouillet, parce que c'est vraiment lui qui est à l'origine de toutes ces structures, cette mise en place. Il connaissait bien le fonctionnement d'une association. Effectivement, on remerciera Jacques. Jacques, si tu nous regardes, avec grand plaisir. Et parce qu'on avait vocation aussi à agir sur tout le territoire français, et par-delà les avocats montpelliérains. C'est-à-dire que on était parti de sujets locaux. Le port du masque avait été imposé par des arrêtés préfectoraux, mais la problématique était nationale. Et concernant certains sujets, comme les suspendus, ça n'a plus rien de local, quoi. Ça a été une loi prise à l'Assemblée nationale. Tout à fait, on va revenir dessus. Hein. D'accord. Donc voilà, donc cette idée d'association, ça offre une souplesse, ça peut ouvrir droit à des réductions d'impôts aussi. Voilà, ça offre beaucoup d'avantages. D'accord. Alors effectivement, on va revenir un peu sur les avantages de l'association. Hein. Oui. C'est ça qui nous a convaincus de le faire. Premier avantage, on ne s'expose plus personnellement. C'est l'association qui endosse effectivement l'action juridique. Deuxième avantage, l'objet social de l'association favorise l'intérêt à agir. Pourquoi? Quand on a attaqué la question du port du masque, il fallait regarder sur quelle zone géographique ce masque s'appuyait, cet arrêté s'appuyait. Initialement, je l'ai dit, ça ne concernait pas tout le département. Si bien qu'il fallait quand même justifier qu'on était impacté par le port du masque, et d'ailleurs, la préfecture en défense nous opposait le fait que si vous résidiez dans un village qui n'était pas concerné par l'arrêté, vous ne pouviez pas le contester. Donc c'est vrai que ça rendait plus difficile l'intérêt à agir. Donc l'avantage d'une association, c'est que l'intérêt à agir est favorisé, puisqu'il suffit simplement de regarder si ça impacte l'objet social. Et l'objet social, nous, on l'a voulu très large. Troisième avantage, financièrement, effectivement, c'est beaucoup plus simple de faire payer des adhésions que de passer par des plateformes privées telles que Tipeee, Litchi, qui peuvent effectivement avoir des réticences à nous accompagner dans ce type de récupération de sommes d'argent pour des recours juridiques. Quatrième avantage, la déduction fiscale, comme je l'ai indiqué. Alors, il faudra quand même vérifier effectivement si on rentre parfaitement dans les conditions, mais l'intérêt général, oui. Tout à fait. Mais effectivement, il y a des possibilités de réduction et de déduction fiscale lorsque on fait un don au bénéfice d'une association. Et naturellement, tous ces éléments nous ont conduit donc à la création d'une association qui s'appelle Association de défense des libertés fondamentales. Tu en as parlé tout à l'heure de Jacques Fouillet, qui a été effectivement notre président, qu'on salue encore une fois à l'occasion de cette vidéo, qu'on remercie encore vigoureusement, parce que effectivement cette association, elle n'aurait pas pu prendre forme sans lui. Tu as repris la présidence en janvier 2023. Février exactement. Février 2023. Après l'Assemblée générale. On est en février 2024 à la date à laquelle nous tournons cette vidéo. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur cette présidence qui est en train donc, de s'achever, qui va être renouvelée, j'imagine,
Parle-nous-en un petit peu de ça. Alors, cette présidence, elle a eu plusieurs priorités. La première, c'était une fiabilisation des données, parce que c'est simple de gérer une association locale ou un tout local. C'est beaucoup plus compliqué sur un national. Ce d'autant plus que tu parlais d'adhérents, mais les adhérents, ce ne sont pas tant eux qui financent les actions, c'est avant tout des dons. Par la même occasion, je remercie tous les tipeurs, je remercie également Dosumani, une association qui était autrefois le Doctoton, je remercie Bon Sens également pour leur soutien. J'aurais aimé remercier Maître Divisio qui nous avait fait une promesse de don. Bon, ça doit être un oubli, donc je rappelle à Maître Divisio. Maître Divisio qu'on salue effectivement à l'occasion de cette émission et qu'on va effectivement relancer. Je ne doute pas qu'effectivement cette promesse sera tenue et je remercie encore Maître Divisio pour ce don qui a été annoncé. Voilà. Et sur cette présidence, qu'est-ce que tu en as pensé? Parce que toi, initialement, tu étais secrétaire trésorier. Ah non, j'étais membre fondateur uniquement. Tu étais membre fondateur Très associé, mais je n'étais pas dans le bureau. D'accord. Et qu'est-ce que tu as pensé finalement des responsabilités qui étaient les tiennes? Est-ce que ça a été difficile à gérer? Est-ce que ça a été beaucoup de temps pour toi? Enfin voilà, raconte-nous un petit peu comment tu as vécu cette présidence. Alors au début, des difficultés. Donc comme je disais, c'est les bases de données qui devaient être fiabilisées. Ça posait problème pour les reçus fiscaux en particulier, pour que ce soit juste. Après, c'est quand même beaucoup de démarches administratives, des déclarations auprès de la préfecture. Bon, là, maintenant, c'est la convocation de l'Assemblée générale. C'est régulièrement des réunions du conseil d'administration. Donc, ça présente une certaine lourdeur. Donc, c'est des responsabilités. Voilà, et c'est intéressant, c'est motivant. Parce que là, on a un rôle, quoi. Voilà, Tu as un bureau également qui est avec toi. Oui. Est-ce que tu veux passer certains remerciements pour les membres du bureau qui t'accompagnent aussi dans ces démarches? Oui, bien sûr, je remercie les membres du bureau. Donc, c'est Jean-Paul Bidot et François Louis. Il y a également Olivier Graland qui est chargé de communication, qui fait un très gros boulot. Et plus généralement, le conseil d'administration se réunit régulièrement et on prend des décisions de façon collégiale. Donc on a un fonctionnement très très démocratique. Je ne suis pas autoritaire du tout. Voilà, de toute façon, c'est pas l'idée. Non, tout à fait, c'est pas l'idée, effectivement. Et c'est bien qu'on ait effectivement cette démocratie qui puisse vivre au sein de l'association. Alors j'avais envie qu'on revienne un petit peu avec toi sur les recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. On a fait une émission sur le sujet il n'y a pas très longtemps avec Pierrick Thévenon, Justice citoyenne. Je vous invite à aller revoir cette émission puisque nous en avons parlé. Et justement, ces recours CEDH ont été financés grâce aux dons qui ont été réalisés sur la cagnotte Tipeee. Merci encore à tous les tipeurs qui nous ont accompagnés dans cette aventure. Est-ce que tu as envie, avant que je développe un peu sur l'aspect technique, la motivation qui a été la vôtre, l'organisation que nous avons eue en interne, voilà. Dis-nous un petit peu comment tu as vécu un petit peu ces recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Déjà, un parcours du combattant. C'est-à-dire qu'on doit avoir épuisé les recours pour arriver en Cour européenne des droits de l'homme, et même en Cour européenne des droits de l'homme, on peut encore nous opposer des arguments qui paraissent lunaires. C'est-à-dire que on s'est retrouvé avec des gens qui ont suivi des années de formation, qui ont des années de pratique, à qui on impose un changement dans leur contrat de travail ou leurs conditions de travail s'ils sont... Donc là tu parles des soignants suspendus. Pour les soignants, mais ça peut être aussi des comptables dans les hôpitaux, c'était très très large, ça peut être... Soignants et assimilés, soumis en tout cas à l'obligation vaccinale contre la Covid-19. Et donc on leur change de façon assez carrément unilatérale leurs conditions de travail pour un produit sur lesquels ils émettent des doutes. Donc à tort ou à raison, a priori tout leur donne raison. Et donc là on a des gens qui sont dans un vide juridique, quoi. C'est un non-sens juridique même, je trouve. Il paraît que c'était du jamais vu depuis l'édition du Code civil. Alors, il y a eu des périodes un peu plus sombres que celles que nous avons vécues, mais effectivement, ici, la liberté n'a pas triomphé durant cette période 2020-2023, ça c'est évident. Alors on va revenir un petit peu sur les recours CEDH, effectivement.
Tu as parlé de plein de choses assez intéressantes et je vais expliciter pour ceux qui nous regardent, qui nous découvrent peut-être à l'occasion de cette émission, pour restituer un petit peu le contexte. La première chose, effectivement, c'est que l'association ADLF est une association à portée nationale et que vous avez contesté un certain nombre de mesures durant la crise sanitaire. Port du masque à l'extérieur, également l'arrêté municipal de la commune de Nice qui avait réimposé le port du masque dans les transports en commun, action juridique que nous avons gagnée, bien entendu, évidemment, hein, c'est évident. Nous avons également contesté l'obligation vaccinale qui avait été modifiée par le décret et la loi du 30 juillet 2022. Nous avons eu une décision dernièrement, on en parlera juste après. Et vous avez accompagné de très nombreux soignants suspendus dans leur démarche juridique. Vous continuez encore de le faire d'ailleurs à l'heure actuelle pour leur permettre de récupérer des indemnisations. Concernant nos recours CEDH, initialement, comme on l'avait dit, nous avons rencontré des difficultés sur l'intérêt à agir des membres personnels. C'est-à-dire que chaque fois que vous contestez une mesure, il faut démontrer que vous avez un intérêt à agir, c'est-à-dire que vous êtes personnellement impacté par la mesure en cause. Une association, c'est beaucoup plus simple. Il faut regarder si la mesure impacte l'objet social de l'association et si c'est le cas, ça match. Dans ce cas-là, vous avez un intérêt à agir. Et d'ailleurs, c'est tout l'intérêt de passer par une association, c'est que l'intérêt à agir est beaucoup plus facilement reconnu par les juridictions nationales, mais également internationales. Vous avez donc contesté au mois d'août 2022 l'obligation vaccinale et plus particulièrement la non-réintégration des pompiers qui, au courant de l'été 2022, étaient toujours suspendus, malgré les incendies qui s'abattaient sur la France et qui ont impliqué le recours à des pompiers étrangers non soumis à vaccination obligatoire dans leurs États. Donc on voyait bien qu'il y avait une sorte de discrimination à rebours, c'est-à-dire que les ressortissants français étaient moins bien traités que les ressortissants étrangers. Ce qui est ce qu'on appelle la fameuse discrimination à rebours. Nous avons eu une décision qui a été rendue le 4 août 2023. Et assez curieusement, cette décision ne nous a jamais été notifiée, si bien que c'est au courant du mois de novembre 2023 que je découvre que l'association ADF est effectivement titulaire d'une décision de justice qui nous a été rendue à notre rencontre. Très rapidement, je constate qu'il y a effectivement une très grosse problématique, puisque la décision qui vous concerne, dont j'apprends qu'elle vous concerne, ne mentionne pas vos recours, ne mentionne pas votre argumentation, ne reprend pas donc tous les arguments et ne répond pas à votre question. Parce que nous, notre question, c'était notamment l'obligation vaccinale, mais aussi la question des pompiers suspendus. Pierre-Yves Thévenon, que je salue aussi à l'occasion de cette émission, nous avait rejoint dans cette action juridique. Nous avons donc contesté cette décision devant la Cour européenne des droits de l'homme. Elle faisait partie des recours financés par la cagnotte Tipeee. Nous avons contesté sur les différents arguments que nous avions développés dans notre argumentation, notamment l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, puisque, encore une fois, comme je l'explique dans d'autres émissions que je vous invite à revoir, la vaccination obligatoire est une atteinte au droit à la vie privée familiale. Alors, pourquoi c'est une atteinte ? Parce que le droit à la vie privée familiale vous donne la possibilité de refuser un traitement médical, y compris si ce refus peut vous entraîner la mort, et vous donne le droit, bien entendu, de refuser un acte médical, dès lors que cet acte médical implique forcément une atteinte à votre intégrité physique. Donc le droit à la vie privée familiale, c'est ça. C'est le fait de pouvoir refuser un traitement. Mais bien entendu, ce droit à la vie privée familiale, il n'est pas absolu. Et donc il peut y avoir effectivement des atteintes à ce droit. Là, l'obligation vaccinale est une atteinte au droit à la vie privée familiale. Maintenant, la question à laquelle doit répondre la Cour européenne des droits de l'homme, c'est est-ce que cette atteinte est proportionnée ou non ? Et donc c'est ici que nous avons une décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui a été rendue le 8 avril 2021, Wawrinka contre République tchèque. Nous avons écrit sur le sujet, et je vous invite à revoir nos émissions, puisqu'on l'analyse plus en détail. Mais la Cour européenne des droits de l'homme, à cette occasion, rappelle que la vaccination obligatoire est donc une atteinte au droit à la vie privée familiale, et que pour être proportionnée, elle doit remplir un certain nombre de critères, dont notamment le fait qu'un refus de vaccination ne puisse pas entraîner des conséquences disproportionnées. Parce que si le refus entraîne des conséquences disproportionnées, dans ce cas-là, il n'y a plus de liberté de choix, puisque en réalité, c'est soit l'obligation vaccinale, soit la mort sociale. Et ça, c'est sur ce point-là qu'on se bat essentiellement devant la Cour européenne des droits de l'homme, parce que si nous appliquons la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, alors la loi du 5 août 2021 n'est pas conforme. Et vraiment, l'analyse qu'on peut en faire, c'est que tous les points
qui ont été évoqués par la Cour européenne des droits de l'homme dans cette décision du 8 avril 2021, tous les points qui conditionnent la proportionnalité entre une obligation vaccinale et le droit à la vie privée et familiale sont méconnus par la loi du 5 août 2021. Tous les points, tous, sans aucune exception. Donc on voit mal comment la Cour européenne des droits de l'homme pourrait, sur le fond, si elle considérait notre recours comme étant recevable, pourrait finalement se déjuger totalement. Parce que là, ce serait se déjuger, elle dirait tout le contraire de ce qu'elle a dit au mois d'avril 2021. Donc bien évidemment que ce recours il est d'une importance fondamentale, parce que si nous obtenons gain de cause devant la Cour européenne des droits de l'homme, c'est la situation des milliers de soignants suspendus qui va changer. Pourquoi ? Parce que si nous faisons reconnaître que la loi du 5 août 2021 est inconventionnelle, alors nous ouvrons un droit à indemnisation pour tous les soignants suspendus. Mais attention, deux conditions. Première condition, il faut faire votre recours avant le 1er janvier 2025. Pourquoi ? Parce qu'une décision de justice n'est pas de nature à proroger, à allonger le délai de prescription. Le délai de prescription, c'est quoi ? C'est le délai pendant lequel vous pouvez réclamer à l'État ou à votre employeur les sommes que vous estimez vous être dues. Passez ce délai, même si vous avez gain de cause, même si sur le fond vous avez raison, et si la loi du 5 août 2021 est jugée inconventionnelle, vous aurez raison. Même si vous avez raison, vous ne pourrez plus demander réparation de votre préjudice. Donc, il faut engager votre recours avant le 1er janvier 2025. Deuxième chose, il faut engager une action juridique. Si vous attendez que spontanément le gouvernement vous indemnise, il ne se passera jamais rien. Je vais même aller plus loin, j'étais au Sénat il y a 2 semaines de cela, la question de l'abrogation de la loi du 5 août 2021 n'est pas la priorité. Et la question de l'indemnisation, encore moins. Donc l'État ne vous indemnisera pas, c'est évident. Voilà, il n'y a pas de débat là-dessus. Et je pense que les juridictions qui sont aujourd'hui saisies de ces questions-là ne rendront aucune décision avant le 1er janvier 2025. Pourquoi ? Parce qu'il suffirait que dans une seule des affaires que je traite aujourd'hui, il y en a plus d'une centaine que j'ai engagées devant les juridictions depuis début mai 2023, il suffirait qu'une seule de ces juridictions nous donne raison pour qu'on ouvre la boîte de Pandore. Parce que si demain j'ai des soignants qui se disent « Ok, les juridictions nous donnent raison », parce que raisonnablement, si on fait du droit, c'est ce qui va se passer. Les juridictions nous donnent raison, il est évident que là, ce n'est pas des centaines de requérants qu'on va avoir, c'est des milliers de requérants. Et la question de la prescription va se poser. Parce que si cette décision intervient après le 1er janvier 2025, il est évident qu'une grande majorité des soignants ne pourront plus demander réparation de leur préjudice. Alors je dis une grande majorité parce que bien entendu ça dépend à quel moment vous avez été suspendu et c'est toujours une appréciation au cas par cas. Et retenez la loi la date du 1er janvier 2025 parce que après le 1er janvier 2025 on va devoir se battre sur la prescription. Et comme je le dis toujours, il faut éviter ces débats. Il faut absolument éviter la question de la prescription parce qu'il suffirait que le premier juge nous donne tort en raison de la prescription, on va être obligé de faire une action en appel et même si on nous donne raison en appel, on va être obligé d'engager des frais supplémentaires. Ce qui n'est pas le but. Il faut que ce soit indiscutable qu'on a un droit à indemnisation et que ce droit n'est pas prescrit. Donc, le recours qui est engagé aujourd'hui par la DLF, il dépasse très largement la somme des intérêts des membres qui la composent. Oh oui, la plupart des membres qui la composent d'ailleurs ne sont pas directement concernés par cette obligation. Tout à fait. Donc on voit bien qu'effectivement ici, l'action juridique de la DLF, elle est plus qu'importante. Elle est déterminante. Et comme je l'ai dit, on a beaucoup de requérants pour lesquels nous avions engagé des recours CEDH grâce notamment à cette cagnotte Tipeee, il y en a eu 3 à peu près. Il y en a 2 qui ont été rejetés parce que justement elles ne justifiaient pas d'un intérêt à agir suffisant. Soit elles n'avaient pas été suspendues, soit elles avaient été suspendues mais sur une durée tellement courte qu'en réalité la Cour européenne des droits de l'homme dit l'atteinte n'est pas assez importante pour qu'on puisse instruire votre dossier et condamner l'État. On ne condamne pas un État à la légère, vous comprenez bien, c'est une cour internationale. La Cour peut condamner un État parce que l'État lui reconnaît ce droit. Donc bien entendu qu'il y a quand même cette volonté de ne pas sanctionner gratuitement et facilement tout État qui aurait une législation qui pourrait impacter les libertés fondamentales reconnues et protégées par la Convention européenne des droits de l'homme. Donc l'avantage de l'association, c'est que votre intérêt à agir, il est beaucoup plus facilement reconnaissable par la Cour européenne des droits de l'homme. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est qu'évidemment,
Vous avez naturellement une vocation à pouvoir faire rayonner la position et la défense des libertés fondamentales des soignants suspendus sur un plan international. Ça, c'est extraordinaire pour une association de pouvoir le faire. Est-ce que tu veux rajouter des choses par rapport à ça? Est-ce que On reste dans le sanitaire pour le moment, je ne sais pas si c'est la question, il y a d'autres libertés qui sont en danger. Ouais, on va en parler en ouverture, effectivement. Donc aujourd'hui, on arrive sur la fin des actions sanitaires, il y a les actions en réparation. J'étais donc à Vierzon le 3 février 2024 pour la question donc, des victimes des effets secondaires de la vaccination. Naturellement, on l'a compris, la crise sanitaire a en elle tous les germes d'un bon scandale sanitaire. Ce qui signifie que, évidemment, les actions en réparation qui vont s'engager à l'encontre de l'État vont se faire sur 1, 2, peut-être 3 décennies. On est parti pour facilement une bonne décennie de recours en justice, de recours en réparation, et naturellement que dans 30 ans, je pense que la plupart des recours n'ont pas tous été jugés. C'est mon sentiment profond, qui se base aussi sur la question du sang contaminé. C'est un peu la même chose, c'était 2 décennies de condamnation, de réparation. Finalement, on a accepté comme étant une vérité établie que l'État avait fauté, et d'ailleurs, ça ne fait l'objet d'aucun débat. À mon sens, ça sera à peu près la même chose pour la crise sanitaire. On a écrasé avec un marteau-piqueur une mouche, on a causé d'énormes dégâts collatéraux, et naturellement, l'État devra en répondre. Est-ce que les politiques en répondront? Vous le savez, ils bénéficient d'une juridiction d'exception, responsable mais pas coupable, les règles n'ayant pas changé, aux mêmes causes, les mêmes conséquences. Donc je ne pense pas raisonnablement qu'on aura de condamnation pénale à l'encontre de personnalités politiques, président de la République encore moins, Premier ministre certainement pas. Mais en tout cas, la question mérite d'être posée, et il est vrai que les véritables responsables sont ces politiques qui ont véritablement agi de manière totalement disproportionnée, en dehors de la raison, et qui ont manœuvré sciemment, finalement, pour arriver à leurs fins. Et ces fins, elles sont politiques, mais elles sont aussi économiques. Il y a des laboratoires pharmaceutiques qui ont réalisé des milliards de bénéfices sur la politique vaccinale qui a été décidée. On a des milliards d'euros d'argent public qui ont été dilapidés durant cette crise sanitaire et qui ont aggravé le déficit public. Déficit public d'ailleurs qui va devoir être résorbé par les citoyens français, puisque le gouvernement a annoncé récemment qu'il allait falloir faire un effort supplémentaire. Bon, moi j'étais déjà, si tu veux, avec la ceinture qui était très serrée. Je ne vois pas comment faire un double tour, donc effectivement ça me paraît compliqué de demander encore des efforts aux Français. Et surtout, je ne vois pas comment on va sortir de cette situation économique qui est catastrophique et qui a été aggravée notamment par les décisions politiques complètement disproportionnées de nos politiciens qui ont mis à genoux l'économie française, mis à genoux un certain nombre de personnes en leur promettant la mort sociale et la mort financière, les soignants suspendus, mais également tous les commerçants qui ont été fermés entre le mois de mars 2020 et quasiment le 15 mars 2022, puisque même la réouverture était conditionnée à la présence d'un pass sanitaire ou vaccinal. Donc on voit bien qu'on a mis à genoux l'économie française et qu'aujourd'hui, on a un gouvernement qui mène un grand train de vie avec des repas à 6 millions d'euros au château de Versailles ou des augmentations de 700 euros sur les enveloppes des députés et des sénateurs, alors qu'il faut le rappeler, c'est de l'argent de poche, ils ne payent rien. Donc voilà, c'était pour conclure sur ce point. On va faire donc dans quelques minutes l'assemblée générale de l'association ADLF. Oui. Est-ce que tu as un mot à dire à nos auditeurs qui nous regardent aujourd'hui et qui n'auront malheureusement pas la possibilité de nous suivre en direct? Alors, à vos auditeurs, je les invite à nous rejoindre, soit en adhérant, soit en faisant des dons. Mes pensées vont surtout à toutes ces victimes de ces lois liberticides, et pour les culpabilités, comme tu le disais David, ça sera beaucoup plus compliqué, mais voilà, c'est avant tout faire preuve d'un minimum de solidarité, de sens. Voilà. Nos difficultés en tant qu'association nationale, c'est d'organiser des élections nationales pour des problématiques qui sont assez facilement compréhensibles. C'est comment gérer des procurations ou comment gérer un vote électronique soit fiable. Et après, il reste encore
la voie postale. Voilà. Donc pour le moment, on est surtout organisé localement, on souhaite évoluer. Voilà. Alors on fait une petite ouverture, on profite de cette émission pour faire une petite ouverture. La défense des libertés fondamentales, ça ne se résume pas à la crise sanitaire. On l'a vu, confinement olympique qui va arriver, on l'a vu, surveillance généralisée sur Internet et de toutes nos données personnelles. Naturellement, l'association ADLF se positionne sur ces sujets et nous ferons effectivement des actions juridiques sur ces thématiques parce que sans association, sans ces outils que vous représentez, on risque de se retrouver demain dans une situation assez identique à ce qu'on a vécu en 2020. C'est-à-dire, on a des restrictions de liberté extrêmement importantes qui sont prises et il n'existe aucune structure locale ou nationale qui souhaite contester les positions gouvernementales qui sont prises. On remarque donc une chose, c'est que les associations nationales qui s'étaient positionnées en matière de défense des libertés fondamentales se sont avérées finalement assez proches du pouvoir, ou en tout cas assez complaisants avec le pouvoir. Donc il est nécessaire d'avoir des associations un peu dissidentes. Je pense que l'association ADLF est une association un peu dissidente. En tout cas, elle ne se rattache pas à la politique nationale, elle n'est affiliée à aucun parti politique, mais d'une manière générale, elle est extrêmement protectrice des libertés fondamentales. Je pense qu'on a un ADN assez protecteur des libertés fondamentales. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, il ne faut pas que cette association meure, parce que si demain, on se retrouve avec de nouveau des restrictions sanitaires ou nationales portant sur nos libertés fondamentales, nous n'aurons pas les outils nécessaires pour pouvoir réagir rapidement, extrêmement rapidement. Et on l'a vu, finalement, le gouvernement aujourd'hui a la possibilité de prendre en l'espace d'une nuit un décret, un arrêté, et hop, la situation a complètement changé. On se retrouve avec des restrictions de liberté qui sont complètement disproportionnées et personne n'est en place pour pouvoir les contester. Donc effectivement, l'association ADLF aujourd'hui, elle va dépasser ce cadre sanitaire, va s'orienter sur la défense des libertés fondamentales d'une manière générale. On est déjà en train de réfléchir à nos prochaines actions. On a évoqué ensemble, en effet, donc la question du confinement olympique. On a évoqué ensemble un petit peu sur la surveillance généralisée de nos données personnelles, la vidéoprotection, comme on en a parlé. On a évoqué ensemble également les radars qui avaient vocation à repérer si vous étiez accompagné ou non pour vous permettre d'avoir accès à une voie rapide qui est réservée au covoiturage. Ça, c'est pas une atteinte à nos libertés fondamentales, on ne pourra plus circuler comme on le sent. Donc, voilà. Donc il y a effectivement des problématiques nationales qui vont se poser et on est très content de pouvoir compter sur l'ADLF pour pouvoir mener ces combats parce que si l'ADLF ne se repart pas de ses pouvoirs, je ne sais pas quelle association aujourd'hui serait intéressée pour contester ces mesures qu'on estime effectivement complètement punitives, disproportionnées et en tout cas attentatoires à nos libertés fondamentales. Oui. Je rajouterais la liberté de circuler qui est souvent attaquée. Il y a ces histoires de ZFE qui vont, qui viennent comme un serpent de mer. Tout à fait, ça c'est un vrai problème. Et une problématique autour de l'éducation sexuelle qui est très mal cadrée, pour ne pas dire pire, il n'y a pas de texte à la base, et donc on ne sait pas de quoi on parle. On pourrait rajouter la vaccination garde asile, enfin il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de choses en perspective, et en effet il s'agit d'être réactif parce que ça tombe dans une nuit, les décisions, et voilà. Et bon, alors je vais faire un mea culpa par la même occasion. Cette année, j'ai pas fait beaucoup d'appels aux dons. On a mis en place beaucoup donc cette fiabilisation des données et des supports de communication. On a mis en place cette année. D'accord. Maintenant, on est d'attaque, voilà. J'espère que vous allez beaucoup plus communiquer en 2024. En tout cas, notre cabinet va se tenir à disposition pour vous permettre de communiquer. Aujourd'hui, on a la chance effectivement d'avoir Ken Loprod qui nous assiste dans cette émission et qui a réalisé avec nous ce montage vidéo. Bien entendu, on sollicitera nos partenaires pour vous aider à communiquer parce que le combat que vous représentez, la défense des libertés fondamentales, c'est l'ADN également de notre cabinet, mais c'est aussi l'ADN des nombreuses personnes qui nous soutiennent. Oui. Parce que sans liberté fondamentale, il n'y a finalement pas grand-chose. Sauvez la liberté et vous sauverez le reste. Ce n'est pas de moi, mais effectivement, ça me paraît extrêmement important. Sans liberté fondamentale, il n'y a pas de démocratie. Sans liberté fondamentale, en fait, finalement, la vie ne vaut pas véritablement la peine d'être vécue parce que ce n'est plus votre vie. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Tout à fait. Bon, écoutez, on arrive à la fin de cette émission. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis.
Naturellement, posez-nous vos questions en commentaire. J'ai mis dans la description de la vidéo, bien sûr, l'article juridique et l'émission que nous avions tournée sur les recours CEDH avec l'association ADLF. Je vous invite vraiment à aller regarder un petit peu ce qu'on avait fait. Également, si vous avez trouvé le sujet intéressant, pertinent, partagez autour de vous, faites connaître un petit peu cette association. On reviendra rapidement vers vous pour communiquer un petit peu les avancées de nos recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Si vous avez typé, eh bien, vous recevrez également notre newsletter qui vous permettra de suivre de plus près toutes les émissions et tous les sujets qui ont avancé sur la cagnotte. Et naturellement, on vous remercie encore une fois de votre soutien. Si cette émission vous a plu, eh bien, je vous invite à vous abonner et on se revoit très bientôt.